On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une agricultrice de Saint-Sébastien, Pike River, qui vient d'être honorée. C'est pas une dame qui court après les trophées comme telle, mais elle a toute une histoire de vie. Et je pense qu'elle a défoncé des portes un peu plus tôt dans sa jeunesse. On la reçoit. Mais tout d'abord, on vous parle de la Fondation du Cégep de Saint-Jean. Pourquoi? Parce que la directrice des études du collège a décidé d'effectuer un don personnel pour les 5 prochaines années. Parlons d'études collégiales, parlons de fondation, parlons du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, parlons également de sa directrice des études qui s'est engagée à verser un don personnel au cours des prochaines années. C'est quand même assez particulier comme situation et ça vaut la peine de pouvoir en parler davantage. Donc, deux invités à vous présenter. D'abord, Roya Aboudia, qui est la directrice des études au Cégep Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Accompagnée d'Isabelle Leprudhomme, qui est la directrice générale de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bonjour. Je vais commencer avec Isabelle parce que, bon, évidemment, on gère une fondation, il y a des donateurs, il y a des activités, il y a des événements. Mais à quel moment as-tu été informée de l'intention de Roya de verser cette donation-là? En fait, on met plusieurs bourses de l'avant chaque année et à la mi-février, on tient les bourses de persévérance avec Desjardins, qui est notre partenaire majeur. Puis, Mme Aboudia était présente lors de la remise des bourses de persévérance qui était vraiment très émouvante, touchante, pertinente. Les étudiants du Cégep sont invités à déposer leur candidature en novembre-décembre. Et on analyse les formulaires et tout ça. En février, on tient une cérémonie où on remet ces bourses de persévérance-là. Les étudiants font un témoignage, les enseignants aussi font un témoignage. Mme Aboudia était présente. Puis je pense que ça l'a touchée vraiment. Et de là, s'en est suivi des discussions, des réflexions. Elle était déjà à la recherche d'un match, d'un fit, quelque chose qui fonctionnerait. Et on a eu... Roya a eu l'étincelle lors de cet événement-là. Elle est venue comment, cette étincelle-là? Ça fait déjà quelque temps que je pense que c'est très important que les gens qui sont dans des rôles comme le mien puissent démontrer par une action concrète que ce n'est pas juste le travail qu'on fait, mais qu'on y croit vraiment à notre vocation, en fin de compte, pas juste notre emploi, mais que c'est un privilège, en fin de compte, d'avoir ce genre-là d'emploi, où nous sommes en train de gérer un collège, mais en fin de compte, dans mon rôle, je gère le côté, disons, des cours et des programmes. C'est le futur de nos jeunes gens. Et c'est toute une communauté, le Cégep. C'est comme une mini-ville qui vient ensemble. Mais je cherchais un collège où mes valeurs s'étaient bien attachées. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu le privilège d'avoir dans un certain sens quand le Cégep m'a engagé. C'est quelque chose qui m'a attiré à venir à travailler à Saint-Jean. Alors, déjà, j'avais l'idée éventuellement, il faut que je fasse quelque chose. Maintenant, comment ça allait se concrétiser? Ça devait venir chercher des valeurs que je crois. Comme j'ai appris l'expression que les bottines suivent les babines. Oui. Moi, j'ai toujours... Les politiciens utilisent beaucoup cette expression-là. Oui, mais moi, je ne suis pas politicienne, je suis plutôt walk the talk. Hein? Et c'est très important. Mais là, c'était de voir où est-ce que ça pouvait se cadrer. Déjà, en octobre, j'avais fait déjà, je commençais à connaître la communauté, connaître Isabelle. Et j'ai dit comme ça, je voyais l'importance que la Fondation a avec le collège et comment ça fait vraiment enrichir l'expérience étudiante. Alors, je me suis dit, bon, là, je peux me cadrer. Je vois qu'il y a le soutien, il y a une belle équipe. Mais que je trouve aussi, c'est que l'éducation, autant qu'elle est libre, elle n'est pas nécessairement accessible. Il y a beaucoup d'inéquité et d'inégalité dans notre société. Et quand j'ai vu les bourses pour la persévérance et qu'on me disait qu'il y avait encore une centaine de gens qui avaient appliqué mais qui n'étaient pas choisis, je me suis dit, OK, la 11e personne, qu'est-ce qu'on dit à la 11e personne quand les 10 premières sont passées? Là, ça a été très clair. Et là, j'en ai suivi avec chose et là, on s'est ancré, là. Moi, ce qui m'a frappé au départ, même ma compréhension qui était erronée, pardon, au début, je me suis dit, bien, probablement qu'elle a un budget à même son service, puis qu'elle a libéré des fonds et qu'on le fait via la Fondation. Et là, je relisais, je dis, bien, ouais, non, ça ne peut pas être ça. Je dis, non, c'est vraiment un don personnel. C'est un don personnel. C'est vraiment une question de
proposer un nouveau modèle, même, disons, au réseau collégial, qu'on est dans des positions vraiment privilégiées aussi, pas seulement notre job, mais aussi le fait qu'on a travaillé dur pour ce qu'on a. Mais le fait, c'est qu'on a un besoin de le redonner. Et c'est une manière de redonner, de vraiment croire dans l'espoir de ces jeunes gens-là. Moi, je sais très bien, comme personne qui était première génération immigrante, qui devait trouver sa place ici au Québec, j'ai vécu toute ma vie ici, au Québec. Mais le fait, c'est que quand j'ai reçu une bourse même de quelques centaines de dollars à l'université et tout ça, c'était vraiment une affirmation de mon travail et de mon rôle. Isabelle, dans la vie de tous les jours d'une fondation comme celle du Cégep, bon, il peut y avoir des dons qui arrivent d'un peu partout, le milieu d'affaires ou peu importe. Il peut y avoir des cadres également qui font des dons sporadiques. Là, on parle d'un don de 15 000 sur 5 ans. C'est un engagement. De mémoire d'homme ou de femme, a-t-on déjà vu un cadre scolaire s'impliquer autant dans un tel engagement? C'est assez unique, là. Bien, pour moi, c'est une première. C'est une première là, à la Fondation du Cégep là, de voir une personne qui s'engage comme ça. On a déjà reçu un don de façon anonyme. Qui est là, qui est présent, mais d'avoir un cadre collégial qui s'engage pour quelque chose de très, très ciblé, puis vraiment au niveau de l'inéquité en plus, là, on est dans quelque chose de vraiment extraordinaire, très intéressant. Merci encore, Roya. Et c'est le fait on cherche aussi à faire le matching gift, dans le sens disons, c'est un appel à la communauté du collège, mais aussi johannaise, que s'ils croient vraiment dans l'espoir que ces jeunes gens ont de persévérer, ils ont eu des embûches, mais ils ont surpassé ces embûches-là pour continuer et venir être des citoyens complets qui vont avoir un travail plus tard, c'est là qu'il faut les aider. Oui, puis... si je peux me permettre, dans le fond, on les a toutes lues, hein, les candidatures. On a lu chacun des formulaires, puis c'était vraiment très touchant. C'est pas tout le monde qui a un cadre familial, c'est pas tout le monde qui a tout le soutien nécessaire. Tout le monde a ses défis dans la vie, mais il y en a vraiment pour qui c'est beaucoup plus intense que d'autres. Et ces bourses-là, ils viennent pallier un peu, puis on vient souligner, puis il y a beaucoup d'émotions là-dedans, vraiment, de reconnaître l'effort de ces personnes-là sur scène. Hein? C'était... On touchait à l'émotion. Ouais. Qu'est-ce qui vous allume tant dans ce principe de ces jeunes étudiants et étudiantes qui font face à des inéquités, des inégalités ou des injustices ou je ne sais trop? Qu'est-ce qui vient vous chercher là-dedans? Bien, je veux dire, il y a quelque chose de... C'est assez facile d'aller reconnaître la personne qui a son 98 % dans son cours ou dans son programme. Mais le fait, c'est qu'il n'y en a qu'un ou deux qui ont le 99 % ou le 98 %. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Et moi, je suis du principe qu'il faut regarder à côté. Parce que la grande majorité des gens que nous rencontrons tous les jours dans toutes sortes de métiers, ils n'étaient pas nécessairement premiers de classe, mais ils ont travaillé dur pour arriver où ils sont. Et je pense qu'il faut reconnaître ce travail-là aussi. C'est beaucoup plus... si on n'est pas dans un milieu où l'éducation n'était nécessairement une priorité dans la famille, ou qu'on n'a pas l'appui financier ou émotif ou autre pour aller, ou alors c'était une journée assez émotive, on avait des familles là, avec des nouveaux parents et tout ça. Je veux dire, s'il y a tellement des possibilités, il faut aller les aider, il faut les reconnaître. C'est pas parce qu'ils sont dans la masse, disons, qu'on ne les reconnaît pas. Et c'est d'aller vraiment les identifier. Quand ils font un cri, c'est eux qui appliquent pour être reconnus. Et c'est un comité qui le regarde. Moi, je ne regarde pas, je ne connais même pas leur histoire. Mais ce n'est pas important que je ne connaisse pas leur histoire. C'était quoi les réactions dans le cégep lui-même ou dans le pourtour de la Fondation quand on a su que Roya voulait se commettre là-dessus? C'est un peu drôle parce que plusieurs personnes ont pensé la même chose que toi tout à l'heure. Que ça venait de son budget de directrice des études. La direction des études. J'en ai dit, non. Ça a été bien spécifié. Non, c'est un don personnel. Puis vraiment, c'était le wow. Wow! Ouais. On a eu des donations depuis. Il y a des gens, on a ouvert une plateforme en ligne pour nos bourses. Donc, il y a des gens
du cégep qui ont commencé à faire des dons de leur côté. On continue à essayer de faire plus de promotion, de bruit là-dessus pour avoir un plus grand impact, puis avoir l'espèce de matching gift dont on parlait. Mais les gens étaient vraiment surpris, agréablement surpris. Bon, quel est votre propre parcours, Roya? Où est-ce que tu veux que je commence? Non, vous avez dit tantôt, je suis une immigrante de première génération. Bon, on peut avoir un regard autre que celui que nous, on peut avoir mes ici. parents, ils ont immigré ici. Ouais. Ils étaient tous les deux universitaires, alors l'éducation était importante. Étant immigrant, l'éducation, c'est le moyen de s'en sortir. Alors ça, pour moi, c'est la clé. C'est pour ça, peut-être pourquoi je suis encore dans le milieu de l'éducation. J'ai toujours, après 20 ans d'expérience comme enseignante, même, j'ai toujours trouvé que chaque jour que j'allais en classe comme enseignante, c'était un privilège d'être parmi les jeunes. C'est notre futur qui est devant nous. Il faut aussi avoir l'opportunité que même si on a trouvé notre chemin, et je suis maintenant directrice des études, et c'est ma 9e année comme directrice des études dans ce rôle-là, et ma première année maintenant à Saint-Jean, le fait, c'est que je trouve qu'on est dans un service public. Je vois mon job comme un service public. Je suis là pour aider les gens autour de moi. Ce que je peux apprendre tous les jours, je suis là pour le partager. C'est moi, c'est pas tous les directrices et directeurs des études, nécessairement comme ça. Je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi. Mais pour moi, ça vient me chercher au cœur de mon pourquoi. Pourquoi je suis ici et pourquoi je peux aider. Et c'est pour ça que je me suis impliquée dans ce genre-là de milieu, en fin de compte. Et quand mes valeurs sont liées à vraiment être incarnées par moi, mais aussi incarnées par le système qu'on voit à Saint-Jean, je ne peux que dire je dois redonner à la communauté. Mais, vous savez, parfois dans la vie, bon, quand les affaires vont bien, qu'on a une bonne rémunération, que la vie est belle pour nous, puis des fois, on va faire des dons un peu partout. Des fois, on va chercher une cause. Oui. Mais des fois, la cause est peut-être pas si loin qu'on pense. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que vous auriez pu donner à mille et une causes. Mais bref, vous avez choisi une cause qui est celle dans laquelle vous êtes investi de par votre travail, là. Absolument. Et je sais que ça peut changer une vie parce que c'est pas tellement la somme d'argent. La somme d'argent, ils vont peut-être l'oublier. Mais le moment du geste, ils ne vont pas l'oublier. Et l'affirmation que ça leur a donné, qu'on reconnaît que oui, vous avez rencontré plein de défis, mais vous avez la capacité d'aller plus loin et de rêver grand. Comme je leur ai dit ce jour-là, il faut qu'ils rêvent grand. Ça doit envoyer un message fort de la part des étudiants eux-mêmes, de voir que leur propre directrice des études est prête à se commettre autant. Isabelle? J'espère. J'espère que oui. Je ne sais pas. Tu sais, les étudiants sont vraiment reconnaissants d'obtenir des bourses. Puis même la fondation, à l'intérieur des murs du collège, ils savent qu'on est présent, ils le reconnaissent davantage, puis on a beaucoup plus de fréquentation, même au sein de la fondation, qu'avant. Mais je crois que oui. Puis juste toutes nos remises de bourses qu'on a faites cette année, là, je vais te donner un scoop. Là. Ouais. On a plus de 100 000 $ en bourse remis cette année. Donc, on est vraiment en grande progression. Puis chaque bourse qu'on remet, moi, je peux confirmer que ça fait toute une différence. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, parce qu'Isabelle, tu quittes dans quelques semaines, évidemment, la région. Mais oui. Hein? La vie est ainsi faite. Puis Roya, longue vie, bravo et félicitations. Merci. Et en souhaitant que ce geste aussi donne de l'inspiration aux autres, qui sait. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il y a quelques jours à peine se tenait la 34e édition du Gala de reconnaissance des agricultrices de la Montérégie-Est. Il y a eu le dévoilement de 5 lauréates et parmi l'une d'elles, il y en a une de Saint-Sébastien, Pike River, peut-être entre les deux. Elle a même sa propre ferme. Il s'agit de Mme Hélène Campbell. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Campbell ou Campbell? Moi, j'aime bien dire Campbell, c'est la française. À la française. Oui, à l'origine. Donc, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine. Là. Vous n'êtes pas agricultrice depuis hier, là. Bien, j'ai été élevée sur une ferme laitière. J'ai vécu là 18 ans. Ensuite, je suis allée essayer de faire un métier à l'extérieur, comme comptable. J'ai détesté ça.
Je me suis sentie en prison. J'avais toujours vécu dans le plein air. Les étés, c'était dur, mais c'était quand même libre. Je me suis sentie dans un bureau pendant 1 an et demi, 2 ans, dans une prison. Puis le bonheur a fait que j'ai rencontré un bel agriculteur. Donc, ça a bien tombé. Donc, Ça- là, vous êtes revenu à la terre pour le vrai, là. Ben, disons, j'ai marié le gars, mais il y avait une terre avec. Lui, il y en Ben, avait c'est-à-dire, une. il y en avait une. Il venait d'acheter celle de son père. Mais vous avez acheté la vôtre ensuite. Ensuite, oui. Donc, chacun a sa terre. On a dissous la société pour que je puisse acheter une propriété en face de celle de mon mari, mais qui était liée par la loi de la protection du territoire agricole. La rue, c'est pas une division pour eux autres. Ça devient C'est contigu. une continuité. Oui. OK. Puis si j'avais acheté ça en société, on n'aurait jamais pu la rediviser par la suite. Moi, Intéressant. avec plusieurs enfants, j'ai pensé que c'était une possibilité de division. C'est difficile, le mariage, hein? Ben, on ne marie pas des enfants de force. Ça fait que chacun va avoir son entreprise. Bon, dites-moi, parce que là, c'était le dévoilement de ces prix-là. Bon, on vous a accordé le prix de l'agricultrice accomplie. Ça va avec l'âge. Non, Ouais. oui, j'ai débattu des dossiers assez importants. Pour moi. Pour d'autres, ça peut avoir servi aussi, là. Ça sert toujours. Mais comme vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, vous faisiez Oui. référence à votre père tantôt, et ensuite à votre mari ou à Mm-hmm. votre propre acquisition, Oui. quand on remonte dans le temps, là, dans le temps de vos parents, Mm-hmm. ou vous, quand vous avez commencé dans le milieu des années 70 versus aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Peut-être l'accès au crédit pour les jeunes femmes est plus facile. Je n'en sais rien. Moi, je sais que j'ai pas eu ma prime d'établissement parce que je dormais avec mon mari. C'est ça qui était plate, là. Tu sais, c'était très... Comment je peux dire? Arriéré un petit peu. Une femme elle n'avait pas besoin de terre, là. Même mes voisins me disaient encore, qu'est-ce qu'elle a besoin d'une terre, hein? C'est une femme. Mon Dieu, que c'est archaïque. Quand on regarde ça, là, l'évolution n'est pas si grande, là. Puis, on n'a rien d'acquis, les femmes. C'est ça que je me dis. Il faut toujours se battre pour garder ce qu'on a. La preuve, c'est que là, c'est à mon nom, ma ferme. Quand je vois céder à mes enfants, mon nom disparaît de l'entreprise. Mes enfants portent tout le nom de mon mari. Fait que là, je n'étais que de passage. C'est vrai. Juste une transition. Qu'est-ce que vous avez pu accomplir au cours de ces 40, 50 dernières années dans le milieu de l'agriculture? C'est quoi les éléments sur lesquels vous avez travaillé pour que ça change? Première des choses, une femme assistait à l'UPA, à l'Assemblée générale, puis prendre la parole. C'était déjà beaucoup. Juste assister pour suivre, pour eux autres, c'était correct. Mais une femme oser prendre la parole, ça, c'était quelque chose. Moi, j'ai un droit de parole que je vais prendre jusqu'à ma mort. La seule chose qui va pouvoir me fermer, c'est la porte de la tombe ou le faux crématoire. C'est tout. Jusqu'à ce jour-là, j'ai le droit de parole, puis je vais l'utiliser à bon escient pour défendre mes droits et ceux des gens qui m'entourent. Parfois, je me dis, la défendresse de la veuve puis de l'orphelin. Je n'accepte pas des injustices sociales, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est pareil. Il y a beaucoup d'injustices encore. Comme? Ben, je prends une amie qui se bat là, pour avoir un peu d'argent, qui a vécu 15 ans avec un agriculteur qui n'a aucun sou. Là. Elle n'a jamais eu d'argent, aucun salaire. Elle dit, oui, mais j'ai jamais manqué de rien. Elle n'était pas très exigeante. Elle faisait ce que son chum lui demandait, parce qu'elle n'a jamais été mariée. Il achetait des animaux à bœuf. Elle les soignait. Elle aimait prendre soin des animaux. Elle les vendait, puis lui, il empochait l'argent. Le jour qu'il a décidé de changer de femme, elle a ramassé ses godasses, puis elle a dû partir sans rien. Aujourd'hui, elle se ramasse avec une petite rente d'invalidité, parce qu'elle a eu un cancer il y a quelques années, de 840 $ par mois, qu'elle doit payer là-dessus 735 $ par mois de loyer. Illogique. Là, je suis en train de faire le tour avec elle là, pour trouver d'autres choses. Diriez-vous que vous faites partie de celles qui avaient un peu défoncé des portes? Oh oui, des murs, oui. Des murs, des portes, Oui. pour être capable de brasser les colonnes du temple un peu? Oui. Mais par contre, j'étais un petit peu en avance sur les autres femmes. Parce que moi, j'ai pas eu de difficulté
avec mon mari, je travaillais à sa ferme, puis il calculait, je le méritais d'avoir une ferme à mon nom. D'autres femmes sont venues me voir au départ de partir les agricultrices. Là, il y avait parti le mouvement des femmes collaboratrices. Quand ils sont venues me voir pour adhérer à cet organisme-là, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cet organisme? Moi, je suis déjà propriétaire unique. Oui, mais tu vas venir montrer aux autres comment. Ouf! Moi, je n'irai pas mettre le trouble des ménages des autres. Chaque femme doit faire sa marque. Puis montrer qu'elle a droit à ça aussi. Là. Mais votre mari était aussi à l'aise avec ce concept-là, parce que normalement, dans le monde de l'agriculture, à partir du moment où on avait une épouse, elle devenait un peu comme copropriétaire de la ferme, ou bref... Oui, mais aujourd'hui, avec les problèmes de couple que les gens vivent, les agriculteurs, les jeunes agriculteurs ne sont pas à l'abri de ça. Ils sont craintifs, très craintifs avec le mariage. C'est surtout ça, parce qu'ils craignent que l'épouse parte avec la moitié du patrimoine. Là. C'est tout ça, là. Mais pour vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est que votre mari, lui, il avait déjà sa terre parce qu'il l'avait hérité de sa famille. Pas hérité. Il l'avait acheté de son père. Il l'avait acheté. Mais il a travaillé tellement d'années chez son père pour presque rien, là, que c'était une équipe pour lui. Je calculais que ça faisait partie de son patrimoine. De son patrimoine à lui. Patrimoine familial à lui. Donc, en cas de séparation, vous vous seriez vu mal... Si parfois vous étiez séparés, vous seriez vu mal de vous accaparer de quelque chose qui n'était pas de vous, là. C'est ça? Non. Je comprends. Parce que son père a immigré en 57 de la Belgique pour donner la chance à ses enfants de s'établir sur une terre. Fait que moi, je n'étais pas pour... Puis, dans le fond, j'aimais mieux garder les choses. Mais c'est quoi la différence entre la ferme Asnon de votre mari puis la ferme Hélène Campbell, l'autre bord? C'est quoi la différence entre les deux? C'est deux entités différentes. Légalement. Mais Légalement. Dans les fêtes, on travaille pas mal ensemble. Mais on a formé... Moi, j'ai parti à mon nom pour commencer, mon nom personnel. Là, j'ai formé Inc. Parce que j'ai intégré mes enfants. J'ai 6 enfants. Je les ai intégrés à un petit pourcentage, mais là, je veux modifier ça pour donner plus de part à ceux qui travaillent. J'en ai 2 qui travaillent plus intensément chez moi. Plus de part. C'est plus équitable. Oui. Exact. Mais du côté de la ferme à votre mari, est-ce que les enfants sont tous impliqués? Oui, il a fait une incorporation avec 2 de ses enfants. OK. Parce que, c'est-à-dire, lui, il a commencé le biologique. Moi, j'ai commencé plus tard. Mais lui, j'ai dit, teste le marché, parce que moi, les certitudes, là, j'aime pas bien ça. C'était pas facile dans le bio au commencement. Le commerce, là, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Mais maintenant, là, les enfants m'ont pas donné le choix. Mais là, vous cultivez quoi de part et d'autre? Toutes sortes de choses, du grain. Mon fils commence à faire de l'orge de malterie, du maïs puis du soya. Puis c'est un avant-gardiste, mon mari, c'est comme son père, là. Ça, c'est tout. Je pense que ça fait 40... Ça va faire... comment je peux dire? Ça va bien faire 45 ans qu'il s'aime, là. 40 ans, on va dire, parce qu'il y avait quand même 8 ans quand il est arrivé. Là. Ça peut faire plus que ça, je pense. Mais il n'y a pas une année qu'il a fait la même chose. Tu sais, moi, je m'habitue à faire la routine. Non, cette année... Il n'est pas routinier. Ah, mon Dieu, il essaye plein de méthodes. Quand vous regardez ça aujourd'hui, là, on est en 2023, puis on regarde l'UPA, on regarde maintenant des associations d'agricultrices de la Montérégie. Il y a des galas, il y a des prix. Donc, est-ce que vous sentez maintenant que les femmes sont davantage, disons, mises à l'avant-plan aujourd'hui? Disons, on se fait un petit souper honorifique entre femmes. Parce que peut-être, en tout cas, je l'ai déjà fait la mention lors de l'Agristar de l'UPA, une fois par année, que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de place aux femmes. Mais par contre, ils font attention. Ils prennent au moins l'agricultrice de l'année. Ils vont la nommer, ils vont la faire venir là. Quand vous racontez votre parcours à des jeunes femmes, agricultrices, ils réagissent comment? Oh oui, dans ton temps, c'était comme ça. Dans ton temps. Mais je vais vous dire que ma mère a été avec mon père pendant 60 et quelques années, là. Elle n'avait plus que ce qu'ils ont les jeunes aujourd'hui qui ne sont pas mariés, là. Elle s'est mariée, c'était toute la communauté de bien dans le temps, là. Puis les femmes, aujourd'hui, n'exigent pas beaucoup, là. Ils vont avoir une couple d'enfants, bien souvent, ils ne sont pas mariés, puis en tout cas.
Il faudrait qu'ils se protègent un petit peu, avec un petit contrat autre. Mais est-ce que les femmes agricultrices d'aujourd'hui sentent que c'est grâce à des femmes comme vous qu'ils ont peut-être accès à des choses que vous n'aviez pas dans le passé? Moi, j'en vois pas. Je vois pas que c'est moi qui ai fait ça. Moi, on m'a honoré, là, mais je ne l'ai pas demandé. Là. On m'a nommé. Ils voulaient me nommer par surprise, imaginez-vous en plus. Ça n'a pas marché? Bien là, j'espère. Laissez-moi la chance de me préparer un peu. Au moins faire un petit discours. En tout cas. Là, dans le fond, vos entités sont à Saint-Sébastien et Pike River. Parce que moi, vous êtes sur la ligne, quoi? Non. Ce qui est arrivé, quand on a dissous la société, moi, j'ai pris la terre que je voulais acheter au tout début, que je n'avais pas eu de financement. Celle-là est à Saint-Sébastien. Ça a commencé un petit 55 arpents. Puis après ça, on a acheté celle du voisin un petit peu, ce qui fait un bloc de 150. Par la suite, bien, la terre d'en face de chez nous, la Pike River, s'est mise à vendre. Était à vendre. C'est là toute la dissolution s'est faite pour acquérir celle-là, pour ne pas la relier avec la ferme principale de mon mari. Je comprends. Là, vous allez... Des stratégies qu'on dit. C'est ça qu'il faut faire. Vous désirez rester active combien de temps encore dans le domaine de l'agriculture? Mes filles vont vous dire que je suis à retraite. Mais c'est pas vrai. Ah, mon Dieu. Bien, à l'automne, j'ai géré 5 employés étrangers, là. Quand même. Puis pendant 2 mois de temps, j'ai marché un 5 à 10 km par jour pour ramasser la mauvaise herbe avant que la batteuse passe dedans. Parce que quand ça passe en batteuse, c'est fait, ça c'est en grandeur du champ. J'ai l'impression que vous n'arrêterez pas beaucoup. Je pense que non. Parce que je suis très orgueilleuse. J'ai la fierté. Je veux pas que ma terre se pollue de mauvaises herbes. Finalement, c'était-tu pratique d'être commis comptable avant? Ça a-tu aidé pour la Ça ferme, l'a aidé. Ça l'a aidé. Bien, quand on est rendu avec 6 enfants, on n'a plus le temps de faire la comptabilité. Puis la petite dernière, elle pleurait pas mal. Hélène Campbell, merci beaucoup. Elle a reçu le prix Agricultrice accomplie de la part du Gala Reconnaissance des agricultrices de la Montérégie-Est pour son implication soutenue et son rayonnement dans le milieu agricole. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne chance à vous. Bienvenue. Merci. Au revoir. Restez avec nous. On va revient après ceci. Le député de Chambly et ministre également, Jean-François Roberge, organise la course du député. Ça va se tenir le 17 septembre du côté de Carignan. Donc, si vous avez de l'intérêt, bien sûr, vous pouvez vous inscrire. On sait qu'il est lui-même un grand courseur, un grand marathonien. Jean-François Roberge, course du député. À demain. Bye-bye.